Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Basket Science Talk. Aujourd'hui, j'interviewe Michael Eluki, entraîneur individuel de chez Bayern Munich Basketball, une académie basée à Miami fondée par Coleman Ayers. Mike a un parcours hors du commun. Originaire de Belgique, il se fait repérer pour partir aux États-Unis pour continuer le basket et a notamment pu évoluer en NCAA Division 1. Des concours de circonstances fait qu'il a l'opportunité d'être associé de Coleman. Et de là, une passion pour le coaching naît en lui. On a échangé sur plein de sujets, notamment son parcours en tant que joueur, les injustices envers les bosseurs de by any means, et aussi le fait d'être une bonne personne pour être un bon coach. J'espère que la vidéo vous plaira et vous inspirera que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach. Abonne-toi à la chaîne pour rien rater. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, quel âge t'as, ce que tu fais, etc. Ouais, nice. Ok, donc moi je m'appelle Michael Eluki, né en Belgique, né et grandi en Belgique. J'ai 21 ans et je suis entraîneur de basket. Je suis Skills and Performance Trainer à Miami. Donc j'ai déménagé à Miami il y a 3 ans maintenant. Donc un peu pour expliquer mon parcours, j'ai commencé le basket en Belgique dans un petit club qui s'appelait le BCS UCL. Donc c'était un petit club très familial où j'ai commencé avec tous mes amis. On a un peu commencé tous en même temps et Ok. grandi tous en même temps. Et puis, comme beaucoup de joueurs, je suis arrivé au moment où on est un peu entre est-ce que j'ai envie de rester dans ce club où il y a un peu tous Hmm. mes amis, ou bien peut-être changer un peu de scène et aller à un peu plus haut niveau. Parce que Et là, t'avais donc, quel j'ai âge à ce finalement moment-là? décidé de prendre cette décision-là. T'avais quel âge à ce Là, moment-là? là j'avais sûrement 16 ans. 16 ans, ouais. J'avais sûrement 16 ans. Ouais, parce que j'ai commencé le basket un peu tard, honnêtement. Ok. J'ai commencé le basket plus tard que beaucoup d'autres personnes. J'ai commencé le basket à 13 ans, je pense. Ouais, Ok. j'avais 13 ans quand j'ai commencé le basket. Je suis resté dans mon club pendant 3 ans. Ok. Et puis après, j'ai décidé de partir, j'ai décidé de partir quand j'avais 16 ans, ouais. Donc à 16 ans, je rejoins ce nouveau club. Là, tout se passe bien. On me fait jouer aussi dans les catégories un peu plus Adulte, ouais. âgées, Plus avec âgé, les ouais. gens un peu plus âgés. Hmm. Ouais. Donc, on me surclasse un peu. Tout a très, très bien été. Oh, c'est cool ça. Et puis, Vas-y. l'été entre mon changement de club, donc quand Ouais. je passe de mon ancien club à mon nouveau, Ouais. j'ai aussi la chance et vraiment l'opportunité Hmm. de faire un camp au basket, ici aux États-Unis, à Charlotte, qui À s'appelait Charlotte. les European Gladiators. D'accord. Et comment tu as eu Ouais, la connexion un petit peu avec ce camp-là? Tu avais fait une détection? Comment ça s'est fait? honnêtement, c'était vraiment au hasard. Donc, j'ai joué. Donc, en gros, il entraînait une équipe en Belgique. Moi, quand j'étais dans mon ancien club, on a juste joué contre cette équipe-là. Hmm. Il a juste aimé ma manière de jouer. Moi, j'ai jamais été le gars qui mettait 35 40 Hmm. points. Tout ce que j'avais, franchement, c'était juste mon énergie et ma passion. Tu vois. Ok, je vois. Et tu J'ai t'évoluais j'ai quel toujours poste été. de jeu? Moi, je jouais juste au poste 2 poste 3. Poste 2 3. Quand Ok. j'étais en Belgique, c'était poste 2 poste 3. Et puis quand je suis arrivé ici aux États-Unis, bien sûr, avec la différence de taille, tout Hmm. ça, j'ai décidé de chercher un peu plus en un 2. Euh, mais Hmm. euh, mais ouais, non, j'ai toujours été quelqu'un qui avait juste de la passion, tu vois. Hmm. J'essaie toujours de jouer défense sur le meilleur joueur adverse, Hmm. de toujours amener de l'énergie. Donc, c'était ça le type de joueur que j'étais. Et c'est Hmm. quelque chose que lui, il a vu en moi et qu'il a beaucoup apprécié. Donc, du coup, après le match, il m'a juste demandé si je voulais faire partie du camp Hmm. qu'il allait avoir en juillet. Et on allait juste partir aux États-Unis. Et Ok, cool. honnêtement, quand je regarde en arrière, c'était sûrement un- une des opportunités qui a apporté le plus de changements dans ma vie. Hmm. Hmm. Quand je regarde en arrière, parce que ça a vraiment été un élément déclencheur de un peu tout ce que je fais là maintenant, et où j'en suis maintenant. Donc, je Hmm. remercierai toujours Adrien Maurice, c'est sûr, pour ce qu'il a pu faire pour moi, parce Parce qu'il a que, vraiment vu quelque chose en moi hmm. que beaucoup de gens n'auraient peut-être pas vu. Ouais, c'est clair. Et puis au final, y a pas que le basket. Quand tu arrives aux États-Unis, tu as eu des contacts, tu as eu du réseau, tu as eu voilà, des gens peut-être qui t'ont donné des bons conseils, etc. Donc, ouais, c'est sûr que de partir et de voir un peu ailleurs, ça peut.
toujours te connecter à des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées, en fait, en ne partant Ouais. pas, quoi. Et en parlant de, justement, ton type de jeu, cette énergie, c'était qui ton idole quand tu étais plus jeune? Qui t'inspirait quand tu étais plus jeune? Ok, donc ça, c'est une très bonne question parce que j'ai eu vraiment différentes phases. Donc, quand j'ai commencé le basket, c'était bien sûr juste tu vois, les top joueurs. Donc, j'ai toujours été un fan de LeBron. Ouais. LeBron et Kobe, j'ai toujours été un grand, grand fan. Euh, et puis après, au fur et à mesure que tu grandis et que tu joues, donc je dirais que mon idole en grandissant, ça a toujours été LeBron, mais au fur et à mesure, en grandissant et en apprenant un peu plus à propos de juste ton style de jeu à toi, Mhm. tu découvres que juste regarder des joueurs qui sont un peu plus similaires à ton jeu, Ouais. ça aide toujours. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc, je regardais juste beaucoup de joueurs qui étaient vraiment du même profil. Donc, des Mhm. Marcus Smart, Ouais. des Avery Bradley, Ok. euh, Je vois. même Chris Paul défensivement. Juste des joueurs qui font, tu vois, 6'1", 6'2", C'est quoi tes et sizes du qui coup à défendent toi? dur, quoi. Donc, ouais, moi, je suis 6'1". Ah, ok, Donc, d'accord, ok. c'est combien ça Du ouais. coup, tu as parlé du coup Adrien Maury, European Gladiator. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que tu as eu, voilà, est-ce que tu as joué à l'université? Est-ce que tu as joué au collège là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé après aux États-Unis pour toi? Ouais, donc moi j'ai eu mon camp là-bas à Combine. De nouveau, donc moi j'ai toujours été quelqu'un qui travaille super dur, Hmm, mais j'avais pas, je vais être honnête, j'avais pas le talent que d'autres avaient. Donc hmm, j'ai été au camp. Honnêtement, ça s'est bien passé, hein, ça s'est très bien passé. Pour moi, c'était une opportunité incroyable de juste avoir accès à une salle. 24 heures sur 24, c'est quelque chose que j'avais jamais eu auparavant. hmm, Donc juste être capable de littéralement juste sortir euh, de ta chambre et de pouvoir aller à la salle, c'était hmm. une expérience incroyable pour moi. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner ça, le camp, il était Combine Academy, c'est à Mhm, Charlotte, Caroline du Nord. Mais donc, ouais, du coup, donc, on a été au camp, c'était en juillet, on a passé deux semaines là-bas, ça s'est très bien passé. J'ai fait des rencontres, comme on en a parlé, j'ai fait des rencontres incroyables. hmm. Un de mes meilleurs amis, je l'ai rencontré par le camp et c'est toujours un de mes meilleurs Génial. amis à qui je parle presque tous les jours aujourd'hui. C'est cool. Ouais, et, C'est cool, c'est ouais, incroyable. et j'ai même fait tout plein de rencontres incroyables. Et donc, ouais, du coup, le camp s'est bien passé et j'arrivais dans ma dernière année à l'école. Donc, Hmm, il y avait un peu la décision de qu'est-ce que je vais faire après l'école, tu vois. hmm. Et donc, du coup, j'ai commencé à essayer de voir des options et de voir si je pouvais peut-être retourner dans cette école-là une fois que j'avais fini l'école. Ok. Euh, Parce que donc, cette école, cette académie, pardon, ce qu'ils ont, c'est que ils ont une option high school, donc en lycée normal, et puis Mhm. ils ont aussi une option postgrad. Et ça, c'est un peu une année de transition entre le lycée et l'université, tu C'est un vois, junior collège, la quoi. fac. C'est le même. Non, C'est c'est différent. Ouais, prep junior college, school, c'est c'est ça? vraiment. Donc ça s'appelle postgrad, donc c'est Ouais. vraiment une année de transition entre le high school et le college. Junior college, je dirais que c'est encore c'est plus ou moins le même système en gros, mais Mhm. un peu décalé. Où là, tu as vraiment une transition entre, je dirais, ouais, c'est Ouais, compliqué à expliquer. ok. Juco, je dirais que c'est vraiment pour tes 2 premières années de collège. Donc, ça, Ouais. t'es déjà à l'université. Ah, Ça c'est un compte cursus déjà. accéléré en fait. C'est plus un B comme un BTS quoi. En gros, tu passes tes grades plus vite. Peut-être c'est ça, non? J'ai entendu parler que c'était un peu Euh, un système en, comme ça. en Juco? Ouais, en junior collège, ouais. En gros, c'est comme si t'étais à la fac, mais c'est plus. Tu peux valider des années à la fac. Non, on m'avait dit que c'était. Enfin, j'ai entendu parler que c'était Ah, comme ça. oui, un peu exactement. Oui, parce que tu reçois un diplôme à la Ouais. fin de tes 2 années et tout ça. Donc, Hmm. c'est un peu un cursus accéléré, exactement. Ok. Ou, bien sûr, ça te permet aussi de te préparer, que ce soit au niveau des notes Mhm. ou au basket, ça te permet de te préparer pour après aller dans une unif de 4 ans avec un cursus complet. Ok. D'accord. Donc Ouais, toi, c'est ouais, ouais, ouais. t'es passé par un système un peu équivalent. Donc si je comprends bien. Et du coup, toi, quand t'es arrivé aux États-Unis, quand t'es arrivé dans une équipe, qu'est-ce qui t'a marqué en premier? Qu'est-ce qui t'est dit, ah ouais, là, je suis vraiment aux États-Unis et je suis pas en Europe, quoi. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux direct?
honnêtement, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est à quel point. J'ai pas ça d'une manière négative. Je pense d'ailleurs Mm. que c'est quelque chose de plutôt positif. Ça Mhm. dépend de comment tu le tournes. Mais juste que les gens étaient là pour eux, tu vois. Les gens étaient là pour eux. Mm. C'était leur opportunité. Ils essayaient juste de saisir leur opportunité. Mm. Donc, je dis ça en mode que il y aura pas de cadeau. Ils vont pas te donner de cadeau. Surtout s'ils te connaissent pas. Tu vois, les premières semaines, quand tu arrives et que tout le monde est nouveau, personne ne se connaît, euh, c'est vraiment. C'est même pas un peu un monde de requins, j'ai envie de dire, Mm. mais je pense que c'est quelque chose de positif parce que moi, ça m'a appris à juste gérer l'adversité. C'est Ouais, il y quelque a de chose que l'adversité, ouais. j'avais jamais vraiment eu en Belgique parce que exactement, j'ai toujours été un peu confortable, honnêtement, tu vois, Mm. en grandissant dans mon petit club et puis même en allant dans un nouveau club Mm. où là, c'était quand même une nouvelle étape. Au final, c'était pas j'avais pas tellement d'adversité que Ouais, ça. ouais, Donc, tu te sentais pas j'ai en arrivé dans le nouveau danger de. club, Ouais, j'étais directement dans le starting. ouais, je comprends. Ex- Donc, même si c'était une très bonne expérience, j'avais jamais eu ce niveau Mm. de challenge, si on peut dire. Ok, je Donc, vois. arrivé aux États-Unis, où j'étais clairement pas le meilleur joueur, j'étais clairement pas le meilleur joueur et tout le monde en voulait, Mhm. c'était vraiment la chose qui m'a frappé le plus, c'est sûr. Ok, d'accord. Et du coup, raconte-moi un petit peu, parce que là, on parle beaucoup de basket. Comment elle est la vie quotidienne, même pendant ces années-là? Est-ce que tu étais loin de ta famille? Est-ce que tu avais des gens sur place? Est-ce que c'était pas trop dur l'éloignement? Ta vie quotidienne, comment ça se passait? Tu trouvais ça compliqué ou la transition s'est fait facilement? Comment ça s'est fait? Ok. Ma vie quotidienne aux États-Unis, aujourd'hui, et à 3 4 ans, ça a vraiment rien à voir. Ok. Il y a 3 4 ans, moi, j'ai eu de la chance d'aller à cette école-là, comme une académie avec d'autres joueurs francophones. On était 3 4 autres joueurs francophones. Mhm. Même si on ne se connaissait pas, il y avait quand même un certain support derrière Ouais. parce que je savais que je pouvais me confier à des gens dans ma langue Tu natale. veux Donc, parler français c'était plus aussi? facile, même si je vais pas. Ouais, exactement. Ouais. Il y avait d'autres gens de Belgique et de France. Donc c'est sûr que ça a rendu la transition plus facile. Maintenant, je vais être honnête, c'était quand même quelque chose de compliqué. C'était la première fois que je partais aussi loin de la maison pendant aussi Mhm. longtemps et tout ça. Parce que j'ai quand même passé. Je suis arrivé là-bas en août et je suis reparti au mois de mars. Mhm. Donc, c'est quoi? C'est presque 6 mois. C'est sept Mhm. mois, 7 mois que j'étais parti. Donc, juste arrivé là-bas, devoir apprendre à habiter tout seul aussi, parce Ouais. que j'avais toujours habité avec ma mère. Donc, Ouais, apprendre bah, à habiter tout seul, tu vois, là, c'était vraiment un peu, ouais, j'étais bah, ouais. dans le vrai monde où tu dois faire ta Vivre tout lessive. seul, ouais, c'est ça. C'est Exactement. Donc, un autre monde, c'est une autre manière de vivre. T'as pas tes parents ouais, derrière qui passent. Ouais, je vois totalement ce que c'est, ouais. C'est, exactement. Donc, ça aussi, c'était un apprentissage. ouais. Euh, mais, ouais, donc, au niveau de l'isolement, j'avais vraiment des périodes où c'était pas facile. Hmm, Surtout, période où, au niveau basket, ça allait pas. hmm. C'est un problème que j'avais à l'époque, c'est que si le basket n'allait pas, alors c'était comme si rien Tout n'allait dans n'allait, ma vie, tu ouais. vois. Ouais, je Ouais, comprends, ouais. Mais justement, c'est ouais, là où bah, l'entourage est important. Mais quand t'es loin, t'as pas forcément cet entourage-là. Et quand ça se passe ouais, mal sur le terrain, quand tu rentres chez toi, t'es seul, entre guillemets. Même si t'es jamais vraiment exactement. seul en vrai. Mais c'est clair que des fois, c'est pas pareil que tu fais un match chez toi et que tu rentres chez toi, il y a ta famille. C'est clair que Ouais, c'est très différent, ouais, et que c'est très difficile ouais. d'isoler pour ça. Et du coup, dans ces trois amis francophones que tu avais, ils venaient de Belgique, si je comprends bien? Ouais, donc franchement, mes 3 meilleurs amis que j'avais là-bas, ils venaient tous de Belgique. Donc Ok. j'avais un pote à moi qui était de Liège. Je sais pas si tu connais la ville en Belgique, mais j'avais un pote à moi qui était de Liège, un Liège, autre qui ouais. venait de Charleroi et un autre qui venait un peu plus au sud de Hmm. Arlon, au Et toi, tu viens Luxembourg. d'où? La ville où tu as commencé le basket, c'était, comment ça s'appelle? Moi, je viens de Bruxelles. Moi, je viens de Bruxelles, Bruxelles. ok. Tu étais de Ouais, ouais, Bruxelles, ouais. du coup. Ouais. Et le club de basket où tu as commencé, c'était le club de Bruxelles, comment ça s'appelle? Ça s'appelle BCS UCL. Donc, c'était quand BCSU. j'étais un petit peu mieux. Ouais, Ok. D'accord. Donc, BCS UCL.
Et du coup, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de venir jouer ou même de passer en France quelquefois? Tu avais des connexions en France ou toi, tu étais vraiment Belgique et basé qu'en Belgique? Donc, j'ai fait un tournoi en France. Je ne saurais plus te dire où c'était, honnêtement. Je me rappelle que c'était dans le Nord-Pas-de-Calais. Honnêtement, je ne saurais plus te Ouais, dire exactement où est-ce que ok. c'était, mais j'ai fait un tournoi en France. Et ouais, non, franchement, Ok, c'était une bonne expérience. Mais j'ai fait plusieurs tournois où j'ai affronté des équipes françaises. Donc, j'ai fait un tournoi en Espagne, par exemple. ok. Et là, il y avait deux ou trois équipes françaises. Donc, c'était toujours intéressant de voir un peu les différences de jeu, différences de comment on est sur le terrain, même si au final, on parle la même langue. Ouais, c'est cool. Et tu vois vraiment, enfin, qu'est-ce qui est mis en avant dans le basket belge? Qu'est-ce qui est vraiment, comment dire, propre à la Belgique? Est-ce que tu as quelque chose que tu as vraiment vu de différent dans l'apprentissage, dans le développement des joueurs belges, même américains, tu vois? Est-ce qu'il y a un développement différent? Par rapport à... Donc, une différence entre la Belgique et la France ou Même bien les la autres pays, tu vois, ça peut États-Unis. être, ouais, ça peut être, ouais, États-Unis ou même France. Est-ce que tu vois une différence en Belgique que t'as pas ailleurs? Honnêtement, je vais être honnête, je ne vois pas de différence précise par rapport à la France. Je Mhm. pense qu'on suit vraiment le même système Mhm. en termes de juste d'évolution, de développement. Où tu vois, je pense que vous avez sûrement la même chose où vous Mhm. avez vos jeunes et puis vous essayez de prendre un certain groupe sélectif de vos jeunes et d'essayer de les Mhm. mettre avec les plus âgés juste pour que tu vas continuer à apprendre. Mhm. Donc, en termes de différence entre la Belgique et la France, je ne dirais pas qu'il y ait des différences, honnêtement. On suit Mhm. plutôt le même système. Maintenant, par rapport aux États-Unis, ça, c'est un système totalement différent. Mhm. Il y a énormément de différences et à plusieurs niveaux. Donc, si tu veux, je peux en parler. Ouais, carrément, Euh, hein, carrément, vas-y. C'est quoi les À différences? moi, j'ai vu. Euh, les plus grosses différences, déjà, au niveau du système, c'est bien plus différent juste parce que ici, ils ont trouvé un moyen de vraiment coupler les études et le sport, ce qui est quelque chose qui, moi, j'aurais beaucoup aimé ça en Belgique. Euh, donc, ils ont vraiment juste été capables de, à Mhm. la place d'arriver à un certain moment où il y a beaucoup de gens qui arrivent, surtout après l'école, quand ils ont fini l'école et qu'ils doivent commencer la fac, il y a beaucoup de gens qui sont un peu séparés entre est-ce que je dois choisir le sport ou les études, tu vois. Mhm. Ici aux États-Unis, ils ont réussi à coupler les deux, que ce Mhm. soit en lycée ou à l'université, où ils vont te donner du temps. Bien sûr, les études, c'est la priorité, c'est le truc principal. Mhm. Mais si tu fais partie de ce groupe sélectif où tu es un athlète, ils vont te donner le temps et des Mhm. opportunités de mais pas peut-être rater des cours pour tes matchs, peut-être sortir des cours un peu plus tôt. euh, Mhm. Juste vraiment, même le système en général, ici, on commence l'école bien plus tôt. Euh, je sais Mhm. pas à quelle heure vous commencez l'école en général en France, mais ici, ils commencent l'école vers 7h30 souvent. Mhm. Ils ont moins de pauses durant la journée, mais du coup, ils ont fini à 2h30 ou 3h, tu vois. Ah ouais, à 14 heures, c'est fin des cours, quoi, à chaque Ouais, fois. à 14h ou 15h, fin Ouais. des cours. 15h, c'est vraiment le plus tard. Ah ouais. Mais du coup, ouais, mais du coup, ça veut dire que ça te laisse tout le reste de la journée pour, bien Mhm. sûr, pour te concentrer sur tes devoirs, Mhm. tout ce que tu as à faire, mais surtout te concentrer sur ton sport. Et Et là, tu je parles pense du que c'est là système, vraiment. là, tu parles du système lycée ou même à l'université, ça marche aussi ou finir les cours à 15 heures, c'était plus pour le lycée, pour l'université? Ouais, C'est plus pour le lycée? donc ça, c'est plus pour le lycée. Pour le lycée, tu as vraiment un horaire, comment on dit ça en français? Un horaire fixe. Tu as Ouais. vraiment un horaire fixe où tu vas commencer de 7h à 14 15 heures. Mhm. Maintenant, à l'université, c'est totalement différent, c'est encore mieux. Euh, En termes de là, tu choisis juste tes cours en fait. Donc, tu choisis totalement tes cours à toi. Tu les Mhm. arranges un peu comme tu veux. Et pour les équipes, quand tu es dans une équipe, tu as juste un spot. Tu as juste une certaine heure où tu sais que tu auras entraînement et une certaine heure où tu sais que tu auras lift et tout ça. Mhm. Euh, donc, préparation physique et tout ça. Mhm. Et après, tu arranges juste tes classes un peu autour de ce programme-là. Ok, je vois. Et en fait, oui, en France, bah, il y a comment dire, il y a des emplois du temps aménagés un petit peu. Après, c'est pas autant.
Mais Ouais, en général, les cours, c'est du... En tout cas, de mon expérience, c'était au lycée, ça faisait souvent 8h, 17h. Enfin, tu pouvais même finir plus tard, tu pouvais même finir à 18h. Donc, ça te laissait pas trop de temps pour autre chose. Des fois, tu rentrais, tu devais te préparer en vitesse, aller à l'entraînement, tu étais fatigué, pas le temps de faire les devoirs et tout. Donc, c'est vrai que d'un point de vue juste horaire, la France laisse pas trop de temps justement aux athlètes à un moyen niveau, tu vois, de pouvoir se développer correctement. Et puis, c'est pas quelque chose forcément de, comment dire, mis en valeur. Le sport, c'est quelque chose qui est très fluctuant ici. Donc, tu prends de gros risques, en fait, à vraiment essayer de poursuivre une carrière professionnelle, à moins d'être dans l'élite. Mais il y en a plein qui arrêtent après, qui font des choix logiques au final, parce que c'est beaucoup de risques. Mais c'est vrai qu'on se gâche de beaucoup de talent. Ici en France, j'ai vu des gens arrêter et faire, voilà, faire des travails qui y avait plus rien à voir au basket en fait. Et ouais, juste des mensurations impressionnantes, des joueurs qui avaient un QI basket, et des profils très intéressants, tu vois. Et c'est vrai que mhm. c'est vraiment marquant de finir les cours à 15h. C'est vraiment quelque chose de bien. En fait, à 15h, c'est tôt dans une journée encore. Donc, et puis 15h, tu me dis que c'est le maximum. Donc, ça veut dire qu'ils doivent finir en général plus tôt que 15h. Donc, ce qui est Et ouais, vraiment exactement. Ouais. intéressant. Et en fait, Ouais, et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit par rapport à les gens et souvent les parents, pour être honnête, ne voient pas vraiment l'intérêt à faire ça. Et Hmm, je pense que la plus grosse différence qu'il y a ici, et une grosse raison pour laquelle les parents voient un intérêt à faire du sport, c'est aussi par rapport aux opportunités financières que tu peux avoir si tu te focuses vraiment sur ton sport. Donc ça pourrait être, ici en fait, ils fonctionnent beaucoup avec des systèmes de bourses scolaires, hmm, euh, que ce soit même en high school, les lycées privés de haut niveau, hmm, bien sûr, ça coûte de l'argent. Et donc, du coup, ils peuvent donner des bourses à leurs joueurs. Donc, ça veut dire que si, souvent, les lycées privés qui coûtent cher avec des bonnes éducations, souvent, c'est aussi des très bonnes équipes de basket. hmm, Donc, ce qui veut dire que si tu continues à travailler, c'est un investissement parce que tu pourrais avoir hmm. une meilleure éducation à un prix réduit. C'est clair. Mais au final, les Ouais, jeunes, ils voient ça comme vraiment l'opportunité de, qui peuvent parfois changer leur vie, d'être bon au basket, pas que pour le basket, mais au ouais, final, pour tous les avantages qu'ils ont. C'est peut-être étudier à l'université, avoir un diplôme, quelque chose qui serait impossible sans une bourse. Donc c'est clair qu'en fait, ils jouent leur vie. Et j'ai toujours eu ce truc de dire, en fait, tu es face à des joueurs où le basket peut littéralement changer leur vie, même s'ils sont pas pros. Donc, c'est sûr qu'ils vont se donner à 100%. Alors qu'en France, ouais, un centre de formation, c'est quelque chose qui est bien, tu vois. Mais c'est pas, ça te change pas ta vie autant que d'être à l'université aux États-Unis. Et surtout que, voilà, on en parle beaucoup de, voilà, la qualité de l'enseignement aux États-Unis, la qualité américaine, la valeur du diplôme américain sur le travail. Donc, c'est clair qu'en fait, tu as des gamins, en fait, qui jouent au basket pour tellement plus que le basket. Et puis, ouais, c'est clair que tu auras d'autres types de, comment dire, de comportements, d'autres types de disciplines, d'hygiène de vie, parce que au final, en centre de formation ici en France, t'es en centre et t'es vite, comment dire, t'es vite à l'aise en fait. T'es vite à l'aise parce que tu dis que t'as déjà un pied dans peut-être le haut niveau, que voilà, j'ai vu plein de joueurs en centre de formation relâcher les efforts ou de se dire, bon, c'est fait. Alors qu'au final, c'est le début des galères, on va dire. Mais ouais, c'est plutôt aux États-Unis. exactement. C'est c'est d'autres opportunités à toi qui s'offrent, quoi. C'est clair. Ouais. Mm. Ouais, il y a constamment un next step, que ce soit de passer en high school, au college, et puis college à professionnel, que ce soit en NBA Mm. ou partout ailleurs. Mais du Donc, ouais. coup, voilà, on suit on continue un petit peu. Toi, du coup, en tant que joueur, comment ça s'est arrêté? Comment t'es passé de coach, enfin de joueur à coach, je veux dire, de joueur à coach, Mhm. comment ça s'est fait ce transfert-là? Voilà, si tu peux nous en dire plus. Ouais. Ok, très bonne question. Donc, en gros, moi, donc, j'ai passé mon année à Coman Academy. Mm. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Euh, de nouveau, j'ai beaucoup appris, que ce soit sur le basket, mais même en dehors du basket, comment gérer mon émotion, comment gérer ma santé mentale. Je pense que c'est vraiment le plus gros, la plus grosse chose que j'ai sorti de cette expérience. Et donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, encore une fois, après cette saison à Combine, de trouver la place dans une équipe de college.
en NCAA dans le Vermont. Ok. Donc le Vermont, c'est un super petit État au nord des États-Unis, presque à la frontière avec le Canada. Ok. Et là, de nouveau, je vais pas te mentir, de nouveau, c'était une expérience. Quand je Ok. regarde, quand je regarde mon passé, je pense que même les moments où je galérais, c'était toujours des moments où j'ai appris quelque Ouais. chose. Et là, de nouveau, le Vermont, c'était une expérience, je vais pas te mentir. Hmm. L'école était un peu au milieu de nulle part. Ouais. Et moi, c'était quelque chose de différent pour moi parce que j'ai toujours grandi dans une ville, tu vois. Ouais. Là, t'étais en Donc, campagne, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes types de ouais, sorties. exact- Pas pareil. ouais, exactement. Et puis, même si la météo de la Belgique n'est pas la meilleure, ça n'a rien à voir avec la météo qu'il y avait au Vermont. Là, je te parle de neige, Ah comme ouais. j'ai jamais vu. De la neige à, à 1 mètre presque, ou Ah sûrement ouais. plus parfois. Ok. Euh, il y avait tout plein de tempêtes de neige. Donc, au niveau de comment je me sentais mentalement, c'était pas Hmm. facile parce Ouais. il y a aussi beaucoup, tu vois. Parce que je suis arrivé de juste jouer au basket quand j'étais à Combine avec un peu de travail pour l'école Ouais. à là maintenant, je fais vraiment les deux, tu vois. Je suis étudiant et je joue au basket en même temps. Donc, je dois apprendre à gérer mes cours, avoir des bonnes notes, mais Ouais. en même temps, je dois aussi continuer de travailler pour pouvoir essayer de gagner ma place et performer sur le terrain. Hmm. Donc, c'était pas une expérience facile. Mhm. Euh, avoir du temps de jeu, c'était pas facile du tout. Hmm. Je pense, je vais être honnête, je pense que l'expérience aurait pu se passer différemment dans une autre école, c'est sûr. Mhm. Hmm. Euh, Parce que ça n'a pas vraiment bien fité au niveau juste de la culture Hmm. là-bas et vraiment, juste vraiment avec le coaching staff. Ouais. Maintenant, je déteste un peu rejeter la faute sur les autres, dire, Ouais. oh oui, c'est pas ma faute du tout. Ouais, je vois. C'est pas du tout ce que j'essaie de faire. Mais et je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider beaucoup de joueurs, surtout les joueurs qui veulent venir aux États-Unis. Parce que si les coachs, ils sont un peu durs avec toi et c'est vraiment à propos de qui tu connais et vraiment les politiques. Donc, qui tu connais, un peu ton parcours. Et si t'as pas tout ça, tu peux faire ce que tu veux sur le terrain, mais ça ne fonctionnera pas. Et donc, je pense que c'est intéressant de se dire parfois que peu importe ce que tu fais sur le terrain, fais sur le terrain, donne-toi juste à fond. Hmm. Et si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et c'est là qu'il faut apprendre à un peu tourner la page. Et Hmm. je dis tout ça parce que moi, je suis vraiment arrivé à cette période où, donc, la saison, on commence en pré-saison, tout se passe très bien. Tu vois, je Hmm. rencontre mes nouveaux coéquipiers. C'est vraiment une nouvelle vie pour moi. J'arrive à l'université, donc c'est aussi un nouveau lifestyle de nouveau où Mhm. là, je rencontre tout plein de gens. J'ai mes cours, comme j'ai dit. Donc, en soi, l'expérience était plutôt bien. Euh, donc, on commence la pré-saison et puis, une fois qu'on arrive en saison, c'est là qu'un peu tout va downhill. Comment on dit ça en français? Tout va dégringoler, en Tout fait. descend un peu. Va dégringoler, ouais. Exactement. Tout dégringole un peu. Hmm. Et puis là, de nouveau, je rentre dans des périodes où, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais j'étais presque en dépression, honnêtement. Ouais. Euh, où je suis après allé dans cette école-là pour une seule raison. C'était le basket. Et là, le Mhm. basket, ça va pas, tu vois. J'ai pas Ouais, de temps de jeu. Je trouve que je suis totalement. pas pris à ma juste valeur. Je suis pas assez respecté en tant que joueur. Euh, Même C'est. si j'étais sûrement un des gars qui travaille le plus dans mon équipe. Et j'étais pas le seul dans cette situation. Et c'est ça qui me frustrait le plus. C'était aussi voir mes amis à moi, avec qui j'étais super proche. Là, de nouveau, je me suis fait des rencontres où c'est vraiment comme des frères. Euh, mais je voyais des gens qui étaient dans la même situation que moi qui pouvait performer sur le terrain, c'était sûr et certain. On pouvait performer sur le terrain, on pouvait amener quelque chose au collectif, Hmm. mais malheureusement, on n'était juste pas dans les plans des coachs. Et les coachs, je ne vais pas vous mentir, souvent, les coachs à l'UNIF, on commence la saison et peu importe ce que tu fais, ils savent déjà qui va jouer Hmm. et plus ou moins qui Et aura des minutes. c'est triste cette méthode de pensée. En tant que moi, coach de basket, coach collectif, c'est quelque chose qu'en fait, que je tolère pas trop, dans le sens où, pour moi, peu importe les efforts, peu importe, enfin non, je veux dire, peu importe le statut, je veux dire, pardon, il doit pas avoir de concession pour personne et que tous ceux qui se donnent les moyens, devraient pouvoir avoir juste l'opportunité, pas forcément passer
voilà, dans le 5, etc. Mais juste avoir l'opportunité parce qu'il y a trop de joueurs en fait qui sont dans l'ombre, qui travaillent dur, extrêmement dur, qui peuvent performer parce que ça arrive aussi que on travaille dur et qu'on ne peut pas performer. Ça arrive aussi parce que voilà, on comprend pas trop le plan de jeu, parce que on n'a pas les bonnes méthodes de travail. Ça arrive. Mais quand Ouais, un joueur peut performer et quand un coach devrait le savoir, parce qu'un coach c'est censé quand même être quelqu'un qui connaît le basket et qui connaît, qui sent le jeu. Donc ne pas voir qu'un joueur peut performer, c'est juste on va dire un manquement professionnel, tu vois. Et j'ai vu plein de joueurs voilà, qui ont vécu des situations similaires. Et c'est frustrant. C'est frustrant. Et c'est une sorte de. T'as l'impression que c'est une injustice. Et surtout, le pire, c'est que quand tu vois des gens travailler moins dur que toi, performer moins, et tu vois qu'ils sont sur le terrain, tu te dis, mais comment c'est possible? Mais c'est clair que au final, c'est la passion qui parle au final. Et si t'es toujours là dans le basket, c'est que t'es dans le bon chemin, je pense, et que parce qu'il y a plein qui arrêtent, bien sûr, à cause de ça. Mais si tu kiffes le basket, si t'es toujours là, c'est qu'au final, ouais, t'as cette passion qui était là et qui est restée, quoi, même dans les moments difficiles. Donc au final, ouais, c'est vraiment malheureux parce que ce genre de coach-là on va dire, se prive de gens qui sont prêts à tout faire sur le terrain, en fait. Parce que c'est clair que quand tu travailles dur et que tu es sur le terrain, tu as juste envie de te donner à 100%. Donc, c'est clair que cette mentalité coach, elle existe un peu partout dans le monde. Et c'est triste, hein. C'est triste parce qu'il y a beaucoup de talents qui émergeraient. Et beaucoup de grands joueurs vont te dire, ce coach-là m'a fait confiance, grâce à lui, j'ai pu. Et il y en a tellement d'exemples comme ça. Donc, ouais, c'est ouais, clair que non, ça me parle beaucoup ce que tu dis là sur ça. Et du coup, après, ça s'est accéléré pour toi. Et si je comprends bien, tu as eu une connexion avec. Comment ça s'est passé la connexion avec la Miss Basketball, Coleman Ayer, etc. ouais, ok. Donc, du coup, après ma saison, j'avais commencé du foot américain juste pour Ok. essayer. J'avais jamais fait du foot américain, mais il y avait une équipe de foot US là-bas Mhm. dans mon école. J'ai essayé et apparemment, j'avais du potentiel, je sais pas Ah comment. ouais? Ok. Ouais, D'accord. apparemment j'avais du potentiel. Le coach me met vraiment bien. Et là, c'était vraiment me donner un peu deux revers de la médaille, parce que je suis passé d'un coach qui j'aimais pas du tout comment il gérait son programme et juste la relation qu'il avait avec son joueur, Mhm. à l'inverse, un coach qui, peu importe si tu avais des minutes ou pas, et peu importe ton expérience, Mhm. il essaie toujours d'entretenir une relation avec toi. Et moi, c'est quelque chose qui m'a un peu aidé, parce que du coup, ça m'a permis, même en tant que maintenant entraîneur et de coach maintenant, Mhm. ça m'a un peu permis de voir, comme j'ai dit, les deux revers de la médaille. Donc, c'était super intéressant. Mais bref. Intéressant. Donc, du coup, je finis ma saison, je commence le foot US. Et puis Mhm. là, c'est la fin de l'année scolaire. Et là, je rentre à Miami. Parce que ma mère avait déménagé à Miami Mhm. juste avant que je rentre à l'UNIF. Donc là, je rentre à Miami. Et là, je suis un peu dans une impasse où je me dis, est-ce que je retourne dans cette école pour jouer au foot US? Est-ce Mhm. que j'essaie de trouver une nouvelle école pour jouer au basket? Tu avais une En bourse sachant complète que... à ce moment-là? Pardon? Tu avais une bourse complète à ce moment-là dans cette école-là? Non. Moi, j'avais une bourse académique. Au niveau jouet, c'était en trois. Il n'y a pas de bourse scolaire. Il n'y a pas de bourse athlétique, pardon. Donc, Ok. j'avais une bourse académique pour les cours. Ok. Mais à ce niveau-là, ils ne peuvent pas te donner de bourse athlétique. Ok. Et les frais sont quand même Ouais, intéressants, enfin, sont quand même bien diminués avec la bourse académique. C'est que ouais, c'est. ouais, ouais, non, c'est Ouais. sûr. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Donc, du coup, j'étais dans la passe où est-ce que je commence un nouveau chapitre et j'essaie de jouer au foot US? Est-ce que je continue à jouer au basket et je trouve une nouvelle école? Ou Mhm. bien est-ce que je laisse tomber et je vais juste dans une nouvelle unif où là, j'aurai peut-être plus d'opportunités, un peu commencer ma vie active et Mhm. juste être un étudiant, tu vois. Ok, je Donc, vois être là. j'étais vraiment dans cette impasse-là pendant un bon moment. Mhm. Et, euh, et je me suis dit, pendant que j'essaie de prendre ma décision, pourquoi pas juste utiliser mon temps à bon escient et prendre cette opportunité d'internship que Coleman Ayers avait posté sur sa page, où en gros, il allait avoir une académie pour l'été, Mhm. où il allait juste entraîner tout plein de joueurs, et il avait juste besoin d'internes, euh, de stagiaires. Et donc, moi, du coup, je me suis dit, je pense que ça sera Et, pour moi le meilleur moyen et il de... demandait un passif, il demandait une expérience de coaching, il demandait quelque chose. Ok, donc justement, de nouveau, j'étais super chanceux parce que Mhm. il s'attendait à avoir une certaine expérience.
moi, j'avais aucune expérience dans le coaching ou dans Ah le ouais? training. Donc, Ok. j'étais un C'est joueur, pas j'ai pareil, hein. toujours été Même si un tu connais le joueur. basket, c'est pas pareil, hein. Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Mhm. voir. Et j'étais avec d'autres personnes qui, ils avaient tous un peu de l'expérience dans le training et dans le coaching. Et ils Mhm. étaient surtout plus âgés. Moi, à cet âge-là, à cette époque-là, j'avais encore 18 ans. J'avais Mhm. encore 18 ans, donc j'étais super jeune, pas beaucoup d'expérience. Et ils ont vraiment été, Coleman Ayers et le gars qui s'occupait des stagiaires, Davis, ont Mhm. vraiment été, ils ont de nouveau vu quelque chose en moi et je les remercierai infiniment pour cette Ok. opportunité parce que ils avaient vraiment aucune raison de me prendre dans leur staff, honnêtement, au Mhm. début. Mais donc, bref, donc, j'ai eu la chance de pouvoir commencer l'internship avec Coleman et là, tout l'été, on a juste entraîné tout l'été, honnêtement. C'était Génial. vraiment intensif. Ouais, c'était vraiment intensif. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des joueurs de partout dans le monde, euh, Il y avait des Belges à d'entraîner des ce jeunes. temps-là, cet été-là? Non, non, on n'avait Non. pas de Belges. Non, on Ok. n'avait pas de Belges. Non. Des francophones, en général? On a eu. Est-ce qu'on a eu des francophones cet été? Parce que là, c'était mon deuxième été l'été passé. Je pense pas qu'on a eu des francophones, honnêtement. On a eu beaucoup de francophones l'année passée, et c'est d'ailleurs quelque chose dont je veux parler. Ouais, donc du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Coleman Ayers. C'est là, j'ai entraîné des joueurs de tout plein de niveaux différents, que ce soit des jeunes ou même aider à entraîner avec des pros au début et les joueurs de college. Et là, c'était une opportunité incroyable pour moi parce que c'est vraiment ça qui m'a lancé dans le training. Et au début, moi, comme j'ai dit, j'avais aucune expérience dans le training et je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais être là-bas, ça m'a vraiment appris que le training, c'est une vraie profession Mhm. et qu'il y a beaucoup de skills à avoir derrière ça, que ce soit Ouais. dans la communication avec tes joueurs, bien sûr ta créativité et comment trouver des bonnes manières pour vraiment rendre tes joueurs meilleurs. Et même même du côté du business, vraiment un business, surtout ici aux États-Unis, c'est un vrai business, c'est une bonne opportunité de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, apprendre tous ces skills euh, depuis 2 ans maintenant, ça a vraiment été une expérience incroyable pour moi. Et franchement, comme j'ai dit, je ne serai jamais assez reconnaissant Ok. je serai toujours reconnaissant pour envers Cole et l'équipe de By Any Means. Je voulais te demander enfin, comment est Coleman Ayers? Toi, tu dois le voir au quotidien. On sait que, enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui devient mondialement connu. En France, je vois de plus en plus ce genre connaître son nom, savoir ce que c'est Miami Basketball. En tout cas, hein, ça prend vraiment une ampleur. En tout cas, moi, de ce que je vois en France, c'est que ça prend vraiment une ampleur. Ça devient vraiment quelque chose. Et du coup, comment il est au quotidien? Quel genre voilà, de coach il est? Est-ce que tu peux dire des mots sur lui? Ok, donc c'est marrant parce que moi je me rappelle de ma première rencontre avec lui. Hmm. Mais franchement, c'était quelque chose d'un peu extraordinaire pour moi parce que c'est quelqu'un que je regardais depuis des années, même depuis la Belgique, je le regardais depuis des années. Et Hmm. donc là, de finalement le rencontrer en personne, moi, mes attentes, c'était de voir peut-être quelqu'un qui allait me prendre de haut ou Hmm. qui allait pas vraiment me calculer. Mais en fait, il était hyper gentil dès le début. Donc, il était en train de. Quand je suis rentré dans la salle, il était en train de jouer. Il jouait du 3-3 ou du 4-4. Mais dès qu'il a fini, il est venu vers moi. Avec un grand sourire et il m'a directement dit bonjour, checké. Il m'a demandé comment ça allait. Il connaissait déjà mon nom et tout ça. Et donc, pour moi, c'était un peu. C'était incroyable, honnêtement. Et je me suis dit, wow. J'étais un peu surpris parce que c'est pas que je m'attendais à ce qu'il soit de Aussi nouveau avenant. de haut ou quoi que ce soit, mais c'était intéressant de voir que le gars était vraiment hyper gentil dès le début, tu vois. Hmm. Maintenant, en termes de comment est-ce qu'il est juste au quotidien, franchement, c'est quelqu'un et même si il a que 3 ou 4 ans de plus que moi, c'est quelqu'un qui m'inspire et qui me motive beaucoup juste par son éthique de travail. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a été très big sur l'éthique de travail, que ce soit, bah, j'ai vraiment ça sur le terrain. C'était, comme j'ai dit auparavant, tout à l'heure, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait beaucoup. Hmm. Mais maintenant, c'est quelque chose que je prends beaucoup dans ma vie de tous les jours. Hmm. Et, c'est quelqu'un qui me motive de travailler encore plus parce que il travaille tout le temps. Tu vois, il fait toujours quelque chose, hyper productif. Dès qu'on a besoin que quoi que ce soit fait, il s'en occupe directement au plus vite. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde pourrait vraiment, vraiment essayer d'appliquer, tu vois. Hmm. Et quand tu vois le succès qu'il a maintenant,
tu te rends compte que c'est pas arrivé C'est pas arrivé par hasard, ouais. Surtout par que, hasard. Il y a du travail qui a été fait mm, derrière et il y a beaucoup de passion, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait derrière mm. depuis des Surtout années. que, tu vois, quand tu parles d'éthique de travail, ça fait des années que je le regarde aussi. Moi, je l'ai connu avec les Attention to Details, Ouais, où on voyait même pas en fait son visage. Moi, j'ai vu son visage que longtemps après, tu vois. ouais, Mais en tout cas, comme tu as vu sur ma page Instagram, j'ai essayé voilà, de traduire ces vidéos parce que je trouvais que c'est un travail monstrueux. Et juste ce travail de montage, où je devais juste le traduire en français, j'ai trouvé que c'était un travail qui était dur. Et je me suis dit, mais. Lui, il a dû séquencer toutes les vidéos, regarder des tonnes de matchs parce qu'il regarde vraiment dans la précision, les appuis, le regard du joueur. Je me suis dit, mais combien d'heures ça lui a demandé pour faire ça? C'est juste incroyable, quoi. Et mhm, le travail qu'il a bâti sur toutes ces années, je me suis dit, il a dû en voir du basket. Il a dû vivre le basket. Pas juste, voilà, être joueur et voilà, avoir sensation. Non, il a vécu le basket et quand tu le vois voyager partout, c'est quelqu'un qui a l'air extrêmement curieux et qui est pas juste à se dire, OK, j'ai une méthode de travail. Enfin, il travaille pas de manière classique. En tout cas, ce que je vois quand il fait dans ouais, les vidéos, c'est vraiment des trucs que je vois nulle part ailleurs. Et il mhm, innove beaucoup dans l'entraînement individuel. En tout cas, moi qui a pu voir, enfin, je regarde tout le temps ses vidéos à chaque fois que ça sort. Je suis vraiment au courant de tout ce qu'il fait. Et ouais, c'est incroyable à quel point il innove à chaque fois et il trouve des nouvelles méthodes d'entraînement à chaque fois. Donc, ce que je trouve vraiment impressionnant et surtout que il fait partie un peu de l'ère connecté, tu vois. Il est connecté, il a des contacts partout, etc. Donc, mhm. il amène une nouvelle vibe dans le coaching, je trouve, et il est vraiment précurseur d'un truc qu'il n'y avait pas avant lui. Et en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde, enfin, pas s'inspire de lui, mais tout le monde essaye de, voilà, bâtir comment dire, son gym, etc. Mais lui et aussi d'autres gens qui ont fait avant lui, les mecs comme Devin in the Lab, etc. Je Mhm. pense vraiment ces Ouais, mecs-là, c'est des précurseurs du coaching individuel, en tout cas c'est sûr. mondialement connus, etc. Et Coleman Ayers en fait partie d'ailleurs. Mais cette éthique de travail, c'est clair que c'est pas arrivé pour rien et qu'il y a eu à avoir des années et des années de travail avant de voir tout ça. Donc c'est clair que c'est super intéressant ce point de vue-là, quoi. Vraiment l'éthique de travail et être productif tout le temps, quoi. Sur des années, ça paye Ouais, forcément. ouais, et aussi l'aspect que tu as apporté, la curiosité et toujours essayer de se renouveler. Cole, c'est quelqu'un que je vais entraîner tous les jours. Il entraîne des joueurs différents tous les jours. Mais il trouve toujours un moyen de trouver un nouveau drill ou juste de Hum, trouver une nouvelle manière de travailler sur un certain skills ou un certain hum, aspect du jeu. Et hum, ça, c'est quelque chose qui est de nouveau incroyable juste parce que la curiosité et l'envie qu'il a de toujours faire toujours faire, tu vois, des nouvelles recherches, toujours trouver des nouveaux moyens de s'améliorer. hum, Euh, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et même, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et il y a même une stat qui est sortie qui dit que les meilleurs médecins sont pas les médecins sont souvent les médecins qui sont un peu plus nouveaux, un peu plus récents. hum, Juste parce que les médecins d'il y a 10 15 ans, c'est des gens qui, tu vois, ils avaient eu beaucoup de connaissances et tout ça, hum, mais ils restent un peu avec leurs connaissances d'il y a 10 15 ans. hum, Alors, les nouveaux médecins sont des médecins qui ont accès à des nouvelles données, hum, des nouvelles ressources. Et donc, donc apparemment, les médecins un peu plus récents, un peu plus jeunes, je dirais, sont hum, souvent en termes de connaissances, de technique, sont souvent un peu meilleurs hum, par rapport à cette stat. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant à prendre en training. Je ne sais pas si c'est dans ton script, mais hum. je pense que ce serait une bonne transition de commencer à juste un peu parler de différentes philosophies d'entraining et Non, juste de non, comment c'est intéressant. le training est fait. Hum, Parce que c'est quelque chose que nous, on essaie de changer beaucoup. Euh, c'est juste la manière dont on développe les joueurs, et la manière dont les joueurs sont entraînés. c'est clair. Toi, il y a beaucoup cette mentalité autour. Mais moi, je critique pas du tout, je veux pas du tout critiquer le travail de qui que ce soit. Mhm, Je pense que tous les traîneurs, même ceux qui font des trucs un peu plus old school, il y a une hum, raison pour laquelle ils font ce qu'ils font avec des joueurs de haut niveau et tout ça. Maintenant, je pense que la manière dont les joueurs s'entraînent et sont développés, comme j'ai dit, je pense qu'il y a du besoin de changement. Et si tu regardes, beaucoup de gens font les mêmes drills depuis 10 ouais. 15 20 ans. Hum, Alors que si tu clair. regardes le basket,
le basket d'il y a 20 ans et le basket de Hmm. maintenant, Rien à ça n'a voir. rien à voir. Rien à voir. Mais Rien à même il y a voir. 10 ans, hein. Même il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si tu regardes les finales de 2014, par exemple, Ouais. rien à voir C'est pas le avec. même style de jeu, c'est pas les mêmes gabarits, c'est pas le même play, ça avance très vite. Et je suis totalement d'accord. Exactement. Et je suis Donc totalement pourquoi? d'accord. Ouais, non, vas-y, vas-y. Non, je voulais dire, je suis totalement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Le basket évolue tellement vite et je trouve qu'il y a un néo-coaching, moi j'appelle ça comme ça, le néo-coaching. Et pas que entraînement individuel, mais entraînement collectif aussi. Parce que tu vois, il y a Ouais, 15 ans, tu voyais un gars dribbler plus de 3 fois, tu le regardais avec des gros yeux, passe la balle, tu vois. Maintenant, je trouve qu'il y a vraiment une ère nouveau dans les postes de jeu. Hein, que tu vois, les postes de jeu, il y a des nouvelles appellations de postes de jeu. Un 5, est-ce que tu peux vraiment dire que Jokic, c'est un 5 comme Embiid? Est-ce que tu peux vraiment dire que Victor, c'est un 5 comme, je sais pas, comme Porzingis ou un intérieur comme Porzingis? Tu vois, et je trouve que le basket évolue tellement. Est-ce qu'un Chris Paul, c'est un poste 1 comme Westbrook? Tu vois, on rentre dans un nouvel ère. Les plans de jeu changent totalement. Les types de joueurs changent totalement. Et en fait, en tant que coach, si le basket change, tu dois aussi changer ta manière de voir les choses parce que ça va tellement vite. Et tu vois, comment les équipes sont construites, comment les joueurs sont construits. Ça apprend de plus en plus vite, de plus en plus tôt, tout est connecté. Et c'est clair qu'on rentre dans un néo-coaching qu'il n'y avait pas il y a. Et puis toutes les connaissances qu'on peut voir sur Internet, qu'il y a pas il y a 20 ans, tu vois. Il y a 20 ans, tu avais ton coach, il t'envoyait des cassettes vidéo de matchs et c'est comme ça que tu étais connecté au monde, tu vois. Et ouais, aujourd'hui, tu es ouais, connecté partout et il y a un néo-coaching, des nouveaux postes de jeu, des nouveaux plays qu'il n'y avait pas avant. Et c'est clair que le coaching est en train d'évoluer sur ce point de vue-là et la curiosité, les coachs très old school, je pense pas forcément que c'est ce qui marche le mieux. Après, c'est que mon avis. Mais c'est clair que ouais, il y a des nouvelles choses qui se passent dans le basket et ça va de plus en plus vite. C'est une courbe ouais, croissante. ouais, Mais c'est c'est sûr. clair. Et donc, du coup, pour revenir à ce point-là, Hmm. si le jeu est en train de constamment évoluer, pourquoi est-ce que les gens qui préparent ces joueurs-là à Hmm. jouer dans ce jeu qui est en constante évolution, pourquoi est-ce que ces gens qui préparent ces joueurs-là, donc les traîneurs et les Hmm. coachs, même collectifs, adopteraient les mêmes méthodes qu'il y a 15 20 ans? Ouais, Tu vois? c'est clair. Si le jeu est en constante évolution, je pense que nous aussi, on devrait être en constante évolution et Hmm. trouver des nouveaux moyens d'optimiser la performance de nos joueurs et juste d'optimiser notre temps et notre travail, même pendant les sessions, les entraînements, tu vois. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on essaie de faire beaucoup en termes de créativité, de créativité et aussi de réactivité. Donc, on Mhm. essaie de toujours incorporer un élément de réactivité, que ce soit de la défense, que ce Hmm. soit des visual cues, Mhm. audio cue. Donc, j'ai trouvé des différents moyens de déjà garder notre athlète engagé dans le Hmm. workout, rendre cette expérience fun et Hmm. intéressante. C'est. Mais aussi juste de vraiment optimiser le temps et de faire en sorte que on prépare nos athlètes le mieux possible Hmm. pour vraiment performer sur le terrain. Au lieu de juste faire tout plein de dribbles derrière un cône Mhm. et juste pour que ça ait l'air cool sur Instagram et qu'après on Ouais, puisse poster ça, tu vois. je suis Au totalement. final, l'essence même de notre profession, c'est de faire performer nos joueurs. Donc pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de simuler le jeu le plus possible, Hmm. ou en tout cas trouver le plus de moyens possible pour justement amener ces joueurs à vraiment performer en match. Donc, ouais, Hmm. nous, c'est ça ce Il qu'on y a un fait. truc. J'aime bien cette appellation de néo-training. Parce que j'ai pas envie de dire que c'est une profession totalement différente et bien qu'il Non. faut tout passer et tout changer de ce que, Ah non. de ce que les gens dans le passé faisaient. Parce Hmm. que je pense qu'il y a beaucoup de positifs à tirer de C'est beaucoup de clair. choses. Mais maintenant, c'est aussi trouver des moyens de construire au-dessus de ces briques-là qu'on avait déjà Hmm. et vraiment optimiser les performances. Il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellé. Tu as parlé de la notion de fun. La notion de fun pendant les entraînements individuels, etc. Ça, je trouve, c'est quelque chose de plus en plus qu'on fait attention en tant que coach et qui n'y avait pas, en fait, il y a des années, quoi. La notion de prendre du plaisir dans l'entraînement. Excuse-moi, juste, j'arrête l'enregistrement 2 secondes. Ouais. Et du coup, ouais, tu m'entends? Ouais, tout va Ouais. bien. Du coup, en fait, ouais, tu as parlé de la notion de prendre du plaisir pendant les trainings.
Et en fait, en STAPS, à l'université, on a appris la motivation, la différence entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Et en fait, le fait de prendre du plaisir, peut-être dans un entraînement, ça peut tout simplement te faire tenir plus longtemps dans la motivation. Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'insistes vraiment, enfin, comment entre guillemets, le fun peut apporter un joueur? Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est sûr, ça apporte déjà beaucoup en termes de, comment on dit ça en français? Ok. En termes du moment présent, quand tu es dans le workout, Hmm, est-ce que ça va optimiser de nouveau ses performances? C'est sûr et certain. Le joueur sera plus engagé, hmm, il sera aussi plus encouragé à essayer de nouvelles choses. Parce que si tu construis un environnement un peu plus sain et safe, hmm, où les joueurs, parce que nous, c'est de nouveau quelque chose qu'on essaie de construire, c'est juste construire des environnements où les joueurs sont prêts à faire des erreurs hmm, et aussi on accepte totalement ces erreurs. Si tu regardes en match ou vraiment juste dans la vie de tous les jours, les gens sont souvent jugés dès qu'ils font des erreurs, hmm. que ce soit à l'école, au boulot C'est clair. ou dans le sport. Les gens ont peur de faire des erreurs en fait. C'est quelque chose que humainement, les gens sont un peu ont vraiment une relation un peu spéciale avec faire des erreurs, alors que quand ils pensent, la meilleure manière de s'améliorer, c'est justement de faire des erreurs. Parce que c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu sors de ta zone de confort, et c'est comme ça que tu construis ces briques petit à petit pour C'est pouvoir clair. vraiment prospérer et t'améliorer le plus possible. C'est Donc, clair. de nouveau, la notion de fun, ça va permettre à nos joueurs de les rendre plus confortables à faire des erreurs, Hmm, être plus engagés aussi. Et même juste la relation que tu construis avec ton joueur, construire des relations, c'est vraiment hyper important. hmm. Euh, Parce qu'à la fin de la journée, surtout quand tu travailles avec des joueurs de haut niveau, ces gens-là te confient un peu leur carrière Ouais, dans tes mains. c'est clair. Euh, c'est Il faut beaucoup d'argent, confiance. beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités qui Hmm, sont un peu en jeu quand ils décident de travailler avec toi. Ils mettent vraiment hmm, après leur carrière dans tes mains. Donc, hmm, pour ces différents aspects-là, je pense que incorporer ça, hmm, quelques méthodes où vraiment se concentrer sur l'aspect fun du jeu et de l'entraînement, hmm. c'est très important. Maintenant, ça, c'était un peu par rapport au moment présent, mais même si tu regardes sur le long terme, comme tu en as parlé, au niveau de Ouais. motivation, si tu es motivé par tes parents ou bien juste sentir une obligation d'aller en entraînement tous les jours, ça va être bien plus différent que Hmm, aller en entraînement juste parce que toi, tu veux vraiment intérieurement, c'est quelque chose dont tu as envie. Tu as envie d'aller à l'entraînement, tu as envie hmm. de te faire plaisir, tu as envie d'avoir du fun. Et donc, sur le long terme, ça va causer beaucoup moins de burn-out sur des C'est joueurs clair. qui travaillent beaucoup. On voit beaucoup, surtout ici aux États-Unis, on voit beaucoup de jeunes qui ils se réveillent à 5 heures du matin tous les jours. Hmm, Pour l'école, ils shootent et ils font des entraînements. La même chose après l'école. Mais ils le font pas vraiment d'une manière fun. Et à la fin de la journée, ça devient presque une corvée. hmm, Et hmm, moi, c'est quelque chose que j'ai connu aussi beaucoup. C'est quelque chose dont j'aurais pu parler auparavant. Mais bref. Donc, ça hmm, devient presque une corvée. Ça devient presque comme un travail. Et pour ces jeunes-là qui, de base, avaient commencé le basket de nouveau pour le fun, parce hmm. que le basket, en anglais, on dit tu play basketball. Donc, tu Ouais, joues au jouer au basket. basket, ouais. C'est un Hmm. jeu. Tu joues au basket. Donc, pourquoi est-ce qu'on tournerait ce jeu en quelque chose qui, à la fin de la journée, si pesant et qui devient presque comme un travail et comme une obligation, tu vois? C'est clair. Moi, s'il y avait Donc, plus de notion en fait de plaisir, ouais, c'était juste jouer au ouais, basket pour réussir, jouer au basket pour. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'il y a des gens qui voient ça comme ça et puis ils oublient la notion de jeu, ouais, de jouer au basket. C'est clair. C'est vrai que le terme jouer au basket, des fois, tu le perds quoi. Quand tu ouais, t'entraînes dur et c'est que ça sûr. te fait mal, c'est clair. C'est très intéressant ce que tu as dit. Et tu voulais terminer peut-être, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était vraiment plutôt. Ouais. Ouais, je pense que c'était tout. Donc, par rapport à juste vraiment incorporer cette notion de fun pour déjà rendre l'expérience, améliorer vraiment cette expérience au moment présent, quand le joueur est dans la salle, mais aussi faire en sorte que les jeux, les joueurs avec qui tu travailles aient vraiment envie de revenir. Et Ok. ça, c'est important de nouveau au niveau de la relation que tu crées. Mhm. Mais si on regarde même au niveau du business, c'est mieux d'avoir des clients qui reviennent constamment que
de constamment avoir à chercher de nouveaux clients Ouais, parce que les gens ne peuvent juste pas revenir c'est clair. utiliser ton produit, tu vois. C'est clair. Le training, c'est un produit à la fin de la journée. Mm. C'est quelque chose que tu vends ou un service que tu offres. Et si tu améliores ton service et de nouveau la relation que tu as avec ton client, même si j'aime pas appeler mes clients parce que je pense que Mm. c'est plus profond que C'est moins ça. humain, ouais. C'est plus humain que Ouais, ça. Ouais. exactement. Ouais. Exactement. Mais si tu regardes d'une manière théorique, c'est quand même un client. Et donc, améliorer cette relation que tu as avec ton client, forcément, un client qui te croit, qui a confiance en toi et avec qui tu as une bonne relation et qui aime ton produit et ton Mm. environnement, sûrement, ce sera sûrement un client qui reviendra. Et surtout Donc, pour si tu regardes toi, au business, et surtout pour toi, te dire que oui, je vais, comment dire, je vais travailler, mais surtout, je vais voir un être humain que j'apprécie, en fait, tout simplement pour les échanges que tu as, même pour toi en tant qu'entraîneur, c'est super gratifiant, tu vois, de pouvoir aider quelqu'un. En fait, tu as vraiment cette notion t'as plus une notion de prestation, tu as cette notion de, ouais, t'aides quelqu'un, t'aides un joueur dans son projet. Et justement, ça me permet de rebondir sur la question, qu'est-ce que toi te plaît le plus en tant que coach dans le fait de coacher? attends, pardon, ça avait un peu bugué. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai dit justement, on parlait justement des valeurs humaines, etc. Et la question suivante, c'était qu'est-ce que toi te plaît le plus en tant que coach de basket dans le coaching? Au niveau des valeurs humaines? Ouais, ou même tout en général. Enfin, qu'est-ce qui te plaît le plus quoi, à faire ce métier-là et à coacher, quoi, tout simplement. Ok, donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est juste de savoir que quand j'étais un joueur moi-même, j'avais un impact que sur ma vie à moi-même, mon développement personnel. Hmm, Alors que là, maintenant que j'ai commencé à entraîner, je me rends compte qu'en fait, je pourrais avoir un impact sur tellement de vies différentes. Et hmm, je pense beaucoup en termes de gens qui, moi, ont eu un impact fort sur ma vie dans le milieu du basket. Et mon coach, quand j'étais au BCS, Joe, c'est quelqu'un qui était vraiment un modèle pour moi. Et c'est quelqu'un qui a eu un impact incroyable sur ma vie. Et je me dis que si je pouvais être la même personne pour tout plein d'autres jeunes, que ce soit par moi-même dans le coaching en personne ou même sur ma page, et impacter encore plus de gens avec la page, c'est quelque chose qui, pour moi, signifie beaucoup parce que je pense que ce serait un peu un succès pour moi, tu vois. hmm, Euh, Juste être capable de vraiment être un modèle pour tous ces gens-là. Et même des joueurs plus jeunes. Tu vois. Je travaille avec des joueurs un peu plus jeunes. Et c'est marrant que tu poses cette question-là parce que j'y pensais. Je pense que c'était hier. On était à la salle hier. Et j'y pensais. Je me disais en fait vraiment que en fait, tous ces jeunes, ils nous voient presque tous les jours. Et ils nous voient vraiment comme des modèles. Et hmm, donc, être être conscient de ça, c'est marrant, surtout quand moi, je suis encore jeune, tu vois, j'ai vingt et hmm, un ans, donc j'ai encore tellement de choses à apprendre à yes, propos de la vie. hmm, Mais je pense que d'une manière, juste avec cette expérience, ces 2 dernières années m'ont appris tellement à propos de la vie et juste comment interagir avec les gens et les personnes. Et c'est vraiment juste intéressant de voir que ces joueurs, que ce soit des plus petits de 13 ans, tout comme je travaille même avec un joueur avec qui je suis vraiment proche qui a mon âge, tu vois, il a 21 ans. Mais hmm, voir que je peux être un peu un modèle et un leader pour, hmm, pour d'autres personnes, c'est quelque chose, franchement, qui me fait vraiment beaucoup plaisir, c'est sûr. ok. C'est super, c'est super. C'est vrai que le fait de transmettre, c'est quelque chose qu'en tant que coach, même si en fait ça dépasse tellement le cadre du basket en fait et impacter la vie des gens, je te rejoins totalement sur ça. C'est quand tu te rends compte vraiment que tu as des retours. Tu sais, moi j'ai souvent eu des joueurs qui me remerciaient, tu vois, qui me remerciaient et c'est un sentiment qui est incroyable. Mhm. Et je Ah, saurais pas, c'est sûr. ça arrive pas tous les jours, hein, c'est pas à tous les entraînements que tu as un joueur qui te dit merci chaque fois, mais ouais, faire partie de la journée des gens, faire partie de leur vie, faire partie de leur parcours. C'est un sentiment qui est tellement gratifiant. Et Mhm. ça, le métier de coach, il est incroyable. Et c'est vrai que ça dépasse tellement le basket. C'est tellement plus que ça. Et justement, pour toi, qu'est-ce qu'un bon coach de basket? Qu'est-ce qu'un, c'est quoi les, comment dire, les paramètres qui font qu'un coach est bon, que, voilà, ce coach te marque, quoi. OK. Donc forcément, en tant que traîneur, je veux voir plus ça par rapport à en tant que traîneur.
Et Ouais. puis, je peux peut-être même donner une réponse plus en tant que coach Mm. d'une équipe, coach collectif, comme tu disais. Ouais. Mais en tant que traîneur, je dirais que bah, déjà, forcément, premièrement, c'est ton produit, ce que le service que tu offres. Donc, est-ce que tu es Mm. un bon traîneur, capable de trouver les bons exercices, Mm. être capable de voir un problème avec un joueur et de le fixer. C'est quelque chose de Mhm. très important. Après, avec la manière dont nous on entraîne, être capable de juste de nouveau fixer un problème, mais rapidement en fait. Donc, nous, la manière dont on entraîne, c'est beaucoup de, comment on dit ça en français, on the fly. Donc, beaucoup d'improvisation en gros. Donc, on improvise Ouais. beaucoup sur le moment par rapport aux besoins du joueur, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'arrive jamais dans une salle ou avant un entraînement avec un plan détaillé où je me dis, je vais faire ci, ci, ci et ça. Parfois, j'aurais peut-être une idée globale par rapport à, je sais pas, peut-être que je regardais un match de basket Ouais. j'ai vu un concept intéressant sur lequel je voulais travailler. Mais je dirais que 90% du temps, j'arrive dans la salle avec littéralement aucune idée Mm. de, de mon plan de jeu, de ce que je ferais. C'est Donc, non, c'est- vas-y, vas-y. c'est vraiment marrant que tu dis ça parce que, tu vois, hier, j'ai eu un coaching individuel, tu vois, et, tu vois, j'avais un plan détaillé, tu vois. Et en général, j'écris toujours mes séances, tu vois, avec des idées, mais tu sais, super précises, tu vois. Un peu à la méthode voilà, un peu scolaire avec, OK, 10, tu vois, je fais des lignes, etc. Et en fait, Mhm. quand je vais sur le gym, je fais des trucs qui ont rien à voir, en fait. Parce que je me Mhm. dis, mais en fait, ça colle tellement plus de faire ça à ce moment-là, avec la Ouais, problématique du joueur, avec voilà, la sensation que j'ai maintenant, avec ce que j'ai dans la tête. Et ouais, souvent, d'un exercice à un autre, quand je fais l'exercice, je suis déjà en train de penser, enfin, je suis en train de penser à l'exercice qu'il y a après. Et je suis pas du tout en train de suivre ce que j'ai écrit il y a une semaine. Et c'est marrant que tu dis ça parce que même en essayant de structurer la séance individuelle, en fait, je veux dire, dans ma tête, c'est comme tu vois, une banque d'images Mhm. de séances que j'ai. Et je me dis, OK, qu'est-ce qui colle le plus? Des fois, je fais des mixtes entre deux exercices. Et en fait, je trouve que mes meilleures séances, ils sont vraiment comme ça, tu vois. Et Ouais, je peux pas trop structurer. Et limite, je perds un peu en, comment dire, tu vois, en feeling, je veux dire, en qualité d'entraînement, en termes de continuité d'entraînement. Voilà, continuité. ouais, Je trouve que je perds un peu dans ça quand je planifie trop, en fait. Et tu vois, des fois, je me dis, je rentre dans un gymnase, je sais pas quoi faire. Je suis pas en train de stresser, mais je me dis, peut-être que je devrais plus planifier, tu vois. Mais en fait, non. Et en fait, c'est la meilleure méthode de juste de dire, OK, j'ai un joueur qui a ce problème-là. OK, j'ai ça dans la tête. Bon, on y va, quoi. Et surtout que quand tu es un bon entraîneur, ouais. plus tu es un bon entraîneur, plus ton imagination sera mieux que ce que tu as préparé parce que ça collera à, à ce que, enfin, au réel, tu vois. Et je trouvais que ce que tu disais, ça me parlait vraiment. Pour avoir fait beaucoup de coaching, l'improvisation enfin, c'était une de mes meilleures, enfin, mes meilleures séances, c'était dans l'improvisation. Voilà ce que je voulais dire. Ouais. Mais ça me parle Non. bien, moi, ce que tu as dit. Voilà, totalement d'accord, totalement d'accord. Et moi, c'est quelque chose que, au début, je dirais qu'au début, quand j'ai commencé, je- en fait, j'évolue de plus en plus vers l'improvisation totale. Donc, au début, j'avais un Hmm. plan totalement scripté. Donc, de A à Z, le workout, je savais déjà ce qu'on allait faire Mhm. avant même d'arriver dans la salle. Et puis, j'ai commencé à un peu plus bouger vers avoir juste des idées principales. Hmm. Peut-être quelques drills sur lesquels travailler, mais après, peut-être essayer de trouver des variations ou bien des progressions par rapport à ces drills-là. Hmm. Et maintenant, je suis au niveau où je bouge de plus en plus vers improvisation, Ouais. improvisation totale. Surtout qu'au Maintenant, final, ouais. ouais, ouais, non, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, continue. Non, vas-y. Euh, ouais, j'allais dire, et ça de nouveau, c'est quelque chose que j'ai appris de Cole en termes d'improvisation totale. Et donc, c'est juste important je pense, de trouver le juste milieu entre faire tes recherches auparavant, surtout quand tu travailles avec des joueurs de plus haut niveau ou toi, il y a des choses spécifiques sur lesquelles ils veulent travailler. Donc, faire ces recherches au niveau de films et d'études, c'est très important. Mais en même temps, tu dois aussi trouver une balance avec ce certain niveau d'improvisation et savoir vraiment improviser sur le tas et t'adapter à une certaine situation. Parce que ça pourrait même être par rapport à tu aurais pu prévoir un workout. Et ça peut, parce que moi, je fais aussi les trucs de performance dans la muscu, Mhm. et dans la salle de muscu, pardon. Et là, de nouveau, ça pourrait être aussi juste adapté à ton joueur et à comment il se sent
Ouais. Comment il se sent mentalement dans son corps ce jour-là. Tu pourrais avoir un workout tu pourrais avoir prévu un workout qui est super dur, super Mhm. intense. Et au final, le joueur rentre dans la salle, il n'est pas vraiment, par rapport à à son body language, tu peux dire qu'il n'est pas Mhm. vraiment dans ce mood-là, dans cet Ok. état-là. Et donc, juste être capable de restructurer ton workout Ok. et juste de rentrer ton joueur là où il est, Mhm. je pense que c'est quelque chose qui est très, très important, c'est sûr. Ok. Um, donc, pour revenir à ta question, je dirais que les trois choses les plus importantes pour un entraîneur, ce serait ton produit, donc juste la qualité de training, ta manière à t'adapter, donc ton adaptabilité à ton environnement Mhm. et juste à ton joueur en général. Mhm. Et puis, le dernier point que je ferais, et c'est quelque chose que j'ai appris justement beaucoup par rapport, durant mon internship avec l'équipe de By Any Means, Mhm. c'est juste vraiment la relation que tu crées avec tes joueurs. Mhm. Euh, c'est quelque chose d'hyper, hyper important Mhm. parce que tu pourrais être le pire traîneur au monde. Si tu construis des très bonnes relations avec tes joueurs, ça fonctionnera toujours. Tu trouveras Mhm. toujours un moyen de les rendre meilleurs juste parce que à la fin de la journée, si tu peux trouver un moyen de nouveau rendre cet environnement fun et trouver un moyen de construire des bonnes relations avec tes joueurs et de faire en sorte qu'ils aient envie d'être avec toi, ils aient envie de travailler avec toi et de revenir dans la gym, c'est, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose qui est très sous-coté en termes de training, alors que quand tu regardes à l'essence même, je pense que c'est un des composants les plus importants Ouais. de cette profession. Donc, du Et- coup, pour résumer un peu, je dirais la qualité de ton travail et de ton service, Mhm. donc la qualité de tes reels, ta manière ton habilité à t'adapter à ton environnement et à tes joueurs et construire des relations Mhm. avec. C'est marrant, ça me parle beaucoup. Et tu sais, je fais aussi le parallèle avec le métier de professeur des écoles. Tu Ouais. sais, il y a plein de gens qui disent, moi, j'aime pas cette matière, mais j'adore le prof. Du coup, je l'écoute. Ou soit Mhm. des trucs du genre, j'adore les maths, mais vu que j'ai un prof que j'aime pas, j'arrive pas. Et en fait, tu te rends compte Ouais. que dans l'apprentissage, c'est beaucoup d'humains, c'est beaucoup d'interactions. Donc au final, la connaissance en tant que telle est peut-être quasiment aussi importante que la personne que tu as en face de toi. Des fois, comment dire, les connaissances ne rentrent pas dans ta tête, ne passent pas, parce que enfin, la communication ou même la relation que tu as avec l'humain en face de toi est rompue. Et des fois, tu as du mal, en fait. Tu as du mal à vouloir apprendre, tu as du mal à juste rester concentré parce qu'il y a de l'humain, parce que... Et du coup, je me rends compte de plus en plus que j'avance que le métier de coach, c'est un métier qui est tellement humain. Et en tant que coach, je pense que pour être un bon coach, il faut avoir humainement quelque chose à apporter. Et ça, c'est quelque Ouais. chose que j'ai compris très vite que les meilleurs coachs, en fait, c'est souvent les coachs qui ont humainement tellement de choses à apprendre, tellement de choses à transmettre, à faire apprendre et une psychologie, une communication. Tu vois, on parle que d'humain quand on parle d'un bon coach au final. Et ça me parle beaucoup de ce que tu as dit. Donc, on a déjà bien parlé là. Ça fait 1 heure et demie qu'on est là. Juste, je vais te laisser le mot de la fin, mais je vais te poser une dernière question. Euh, qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a, tu as 21 ans, au toi à 15 ans, il y a 6 ans? Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 6 ans? Ok, donc, oh, j'aurais beaucoup de choses à lui dire. Première chose, ce serait de juste accepter l'échec et de voir ça positivement. Um, mais surtout, le truc principal que je me dirais, et c'est quelque chose que j'ai pas mal appris dans les dernières années, c'est juste de te dire qu'au final, si c'est pas quelque chose qui va, genre, peu importe ce qui arrive, ce sera jamais la fin du monde. Il faut toujours trouver un moyen de rebondir, um, que ce soit quelque chose de positif ou surtout dans la plupart des cas, quelque chose de négatif. Juste trouver un moyen de toujours rebondir et qu'à la fin de la journée, c'est pas la fin du monde. Tu trouveras toujours un moyen de rebondir de cet échec, de n'importe quel échec. Et juste vraiment d'avoir du fun avec le process. Que ce soit, franchement, tout ce que tu fais, que ce soit au niveau du business, au niveau du basket, euh, même au niveau
ta vie en général avec ta famille et tes amis. Juste profite de chaque moment et c'est quelque chose qui est vraiment pas facile quand tu regardes au présent et à chaque moment, de profiter de chaque moment. Mm. Mais je pense que c'est quelque chose d'essentiel, juste dans ton bien-être en général, de juste profiter de chaque moment. Mm. Chaque journée est une nouvelle opportunité de devenir une meilleure personne, Mm. d'apprendre de nouvelles choses et juste de profiter de la journée. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de beaucoup travailler. Et dernièrement, en revenant là-dessus, de devenir une meilleure personne, c'est juste d'essayer d'être un bon humain en général, être une bonne personne envers tout le monde, parce que souvent, c'est quelque chose qui va... La manière dont tu interagis avec les personnes, ils vont sûrement matcher cette énergie-là. Et je pense que le plus de choses positives que tu fais, en général, tu auras beaucoup de choses positives en retour. Donc, juste être une bonne personne, essayer d'influencer positivement le plus de gens possible. Et la plupart du temps, il y aura beaucoup de positifs qui reviendra en retour. Mm. Ok, d'accord. Bah écoute, Mike, t'avais quelque chose à dire? Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Ou... Non, pas du tout, franchement, merci Mm. merci de m'avoir donné cette opportunité-là d'un peu parler de ce qu'on fait. C'était aussi super pour moi de pouvoir te rencontrer Super. et de parler un peu plus, même si c'est en visioconférence ici. Ouais. Franchement, c'était top. J'espère qu'on pourra se rencontrer en personne un jour. Et, et ouais, même si dans le futur, on peut travailler, on peut travailler ensemble, pour moi, ce serait vraiment un honneur et un Génial. plaisir. Toi, franchement, c'était super intéressant à tout point de niveau. Et puis, ça fait plaisir de parler à des passionnés, surtout, à des gens qui aiment le basket, qui adorent transmettre des choses, pas que d'un point de vue technique, mais d'un point de vue mental, humain. Donc, c'était super cool sur ça. Écoute, avec plaisir, vraiment, tout ce que tu as dit, ça m'a fait super plaisir. Je vais quitter le live, mais alors, je vais arrêter le live maintenant. Alors, et